bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Bonjour Gaëlle. Bonjour Sandrine. Alors merci de m'accueillir chez toi. Alors j'ai une question avant que tu te présentes à nous tous et à nous toutes. Pourquoi m'avoir dit oui ? Parce que j'écoute tes podcasts avec assiduité et que je les aime beaucoup. Et pourquoi tu les aimes beaucoup ? Parce que c'est frais, ça donne de la positivité, de l'énergie et que c'est cool. Et que c'est cool. Ouais. Très bien, mot de la fin. Qui t'a donné envie de participer au podcast ? Alors déjà, toi, parce que je t'ai connue d'abord et ensuite j'ai écouté tes podcasts. Et les podcasts que j'ai adorés, c'était celui de Bertie. Ouais. Celui de Esse et très récemment celui de Wendy. Très bien. Est-ce que les 3 là que tu viens de me citer, il y a un point commun dans les 3 ? Et c'est justement c'est ce point commun qui t'a donné envie d'y participer parce que tu dis moi aussi. Il n'y a pas vraiment de point commun entre elles, mais il y a des points communs avec ma vie. Et du coup, ça m'a beaucoup parlé. Gaëlle, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours avant de décider de changer de vie et de venir t'installer ici, en Dordogne ? Je m'appelle Gaëlle Oeclé, j'ai 40 ans. J'ai un mari et 2 enfants de 19 et 14 ans. Et je suis suisse. On a déménagé ici il y a 5 ans. Et avant ça, j'ai été pendant une dizaine d'années libraire et une dizaine d'années éducatrice de l'enfance. Et tout ça en Suisse ? Tout ça en Suisse. Dis-nous ce qui t'a motivé en fait à quitter la ville, ou du moins à quitter, parce que finalement je sais pas, est-ce que tu étais en ville ou tu étais déjà en ruralité, mais en tout cas, qu'est-ce qui t'a donné envie de quitter la Suisse pour venir en France, quitter ton ancienne vie pour venir vivre en Dordogne ? Voilà. Est-ce que c'est un élément déclencheur, prise de conscience, envie de changement ? Il y a eu un élément déclencheur. À la base, on habitait en ville et on n'aimait vraiment pas ça. Grosse ville ? Ouais, grosse ville. Pour la Suisse, c'était une moyenne grande ville. Et pour ici, c'est une grosse ville ? Non, ici, c'est pas une grosse ville, parce qu'en Suisse, tout est plus petit. Ah, d'accord. Et c'est un petit pays avec des petites gens. Non, mais des petits personnages, c'est ça. Des petites voitures. Et donc, on était à Lausanne pendant une dizaine d'années. Et finalement, on a vraiment eu envie de se mettre au vert à l'arrivée de notre 2e enfant. Et on a déménagé en ruralité sur le canton de Fribourg. Aussi, parce qu'on avait envie de se mettre à la campagne, mais parce que c'était aussi beaucoup plus accessible financièrement. Ouais. Et donc, on a déménagé sur le canton de Fribourg quand Aidan avait 1 an et demi. Donc là, déjà, en Suisse, tu fais un changement ? Oui. Un changement qui n'était pas anodin, parce qu'en fait, en Suisse, on n'a pas du tout l'habitude de prendre autant la voiture qu'ici. Et on était à 45 minutes de route de Lausanne. Et tous nos amis, notre famille et tout ça étaient plutôt sur le canton de Vaud, sur Lausanne. Et pour eux, c'était le bout du monde. Vraiment, on avait déménagé au fin fond de je ne sais pas où. Et la forêt amazonienne. Ouais, amazonienne. Vraiment. Parce qu'en Suisse, les gens n'ont pas l'habitude d'être mobiles comme ça ? Alors, ils ont l'habitude de prendre la voiture, mais ils n'ont pas l'habitude de faire des grands trajets. Alors, ils bougent jamais ? Non, pas trop. Okay. Enfin, franchement, alors à moins, ils bougent beaucoup pour aller en vacances. Ils vont beaucoup en vacances. Mais c'est vrai qu'ils vont pas... Dans leur quotidien ? Dans leur quotidien, ils vont pas... En général, c'est 1 demi-heure de route pour aller au travail. Et après, il y a ceux qui ont, entre guillemets, pas de chance et qui doivent faire plus. Mais c'est fréquent dans ces cas-là, surtout s'ils ont des postes à responsabilité avec des horaires pas possibles. Ils dorment là-bas. Ils dorment là-bas, ouais. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en Suisse, les horaires de travail d'un 100%, c'est pas 35 heures, c'est 45 heures.
Donc voilà, on y passe plus de temps et c'est vrai que c'est fréquent que les gens prennent un hôtel ou dorment sur place, travaillent 4 jours par semaine sur le lieu et ensuite rentrent chez eux le week-end. Ça arrive. Ok. Donc, ta famille se dit que tu es partie au bout du monde. Ouais. Voilà. Mais alors, et après, le switch entre la Suisse et la France. Alors, pourquoi ? Un événement ? On a donc eu une maison en Suisse avec ce qui était un grand jardin pour la Suisse. On a commencé à faire de la permaculture, à vraiment s'intéresser au zéro déchet, à l'écologie, etc. Et pour nous, plus on avançait là-dedans, plus ça a été un déclic que, en fait, finalement, entre guillemets, la petite part du colibri, ça suffisait pas. Enfin, que c'était un peu faux de se dire « Ah, mais c'est bon, genre, j'ai une voiture électrique, alors c'est bon, j'ai fait ma part », comme il y a beaucoup de gens qui se disent. Mmh. Et du coup, on a eu envie de voir comment on pouvait faire autrement, aussi de changer de travail, d'horizon professionnel. Motivé par les mêmes intentions ? Oui et non. Oui, parce qu'on avait envie de donner plus de sens. Ouais. Aussi parce qu'en fait, on avait un travail à responsabilité. Chacun, on était responsable d'une structure d'enfants différente. On avait l'impression de passer plus de temps à élever les enfants des autres que les nôtres. Pour nous, c'était pas correct, ça. On avait vraiment envie de transmettre quelque chose à nos enfants et de passer du temps avec eux. Et du coup, on s'est dit, OK, il faut qu'on change de vie. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Et c'est là que le projet est né, en 2018. Ils avaient 9 et 14 ? Tu vas pas tout nous dire tout de suite sur le projet, mais donc ça veut dire que c'est ce projet qui vous fait déménager ? Alors d'abord, on cherche. On cherche le projet ou on cherche à déménager ? Alors on cherche déjà qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme projet, que ce soit viable, parce que c'était quand même pas... déménager pour déménager, voilà, mais si c'était pour se retrouver dans un train-train métro boulot dodo ici, ça avait aucun sens. Oui. Et donc on cherche comment on va pouvoir ménager la chèvre et le chou, donc notre projet de vie, et nos impératifs, les enfants, la scolarité, être quand même bien à quelque part, voilà. On réfléchit différemment quand on a des enfants, parce que là, c'était vraiment un projet commun, c'est-à-dire qu'on ne l'aurait jamais fait si les enfants n'avaient pas été d'accord de partir. On a vraiment discuté avec eux. Et ils ont aussi senti qu'on était arrivé un peu au bout du processus de là où on était, qu'on n'était pas bien dans l'endroit où on était, et que ça avait du sens, ce qu'on voulait faire. Et du coup, ils étaient OK, même si ça fait peur de partir, de tout quitter, voilà. Donc, il a fallu mettre le projet dans sa tête, en le ordre, poser à plat aussi. Regarder si financièrement c'était possible, et ensuite chercher un lieu. Et là, on a commencé à chercher un lieu. D'abord, on a regardé un peu si c'était possible en Suisse. Et en fait, on s'est assez rapidement rendu compte qu'en Suisse, c'était pas du tout possible, parce qu'il faut être très riche pour pouvoir faire ce genre de projet en Suisse. Donc le projet que vous menez aujourd'hui, si ça avait été en Suisse, c'était no go. Ouais. Non, il fallait vraiment gagner à la loterie. D'accord. Aussi, parce qu'en fait, on voulait avoir du terrain. Et en Suisse, pour avoir vraiment des hectares, il faut être fils d'agriculteur. N'importe qui ne peut pas avoir des terres agricoles comme ça. D'accord. Bon, donc c'était blindé de contraintes. Ouais. Donc destination la France. Voilà. Et alors, après la France, on s'est posé la question, France ou un autre pays. Belgique. Voilà. Ouais, non, alors, on voulait plus chaud. On voulait, on voulait T'as bien fait de venir en Dordogne, il fait vachement beau cette année. On voulait un meilleur climat et on voulait quand même de l'eau. Donc finalement, oui. T'en as ici. Ça y est. Donc en fait, en Dordogne, pour nous, ça s'est assez vite imposé parce que il fait quand même bien meilleur que là où on était, en tout cas en Suisse, parce qu'on avait quand même, il commençait à faire froid et neige des fois en octobre et ça finissait fin avril, début mai. Donc l'hiver était très très long. Et puis, par rapport au projet, effectivement, d'avoir une zone quand même verte, quand même vivante, etc. On n'aurait pas été dans un endroit genre là où il y a la sécheresse tout le temps. Non, bien sûr. Avant d'aller plus loin dans ce projet, etc., je voudrais quand même que tu décrives aux auditeurs et aux auditrices. Donc, tout à l'heure, tu as dit que tu vivais à la coquille dans la présentation. À quoi ça ressemble ? Voilà, ce que vous avez acheté, ton environnement. Alors, je ne demande pas de décrire toutes les pièces de ta maison, bien entendu, mais en tout cas de faire en sorte que les auditeurs et les auditrices puissent s'imaginer un peu votre environnement de vie et en partie de travail. Donc, on a acheté sur la fin du bourg de la Coquille une grande maison
de 3 étages qui était dans son jus, qui date des années 60, et qu'on a tout rénové. C'est 2 hectares et demi, un peu plus de 2 hectares et demi de terrain, qui sont tout boisés, forêts, un peu de prairies, mais c'est vrai que c'était longtemps laissé, entre guillemets, à l'abandon. Donc il y avait beaucoup de choses à faire. Mais il y avait aussi quand même beaucoup de choses en place, à savoir que la famille qui vivait là, elle avait déjà planté des fruitiers, elle avait déjà planté un certain nombre d'essences qui étaient vraiment très intéressantes sur le terrain. Voilà, donc nous, c'était chouette parce qu'on a pu reprendre quelque chose qui s'était ensauvagé, mais quelque chose qui avait énormément de potentiel. Ouais. On a aussi un étang sur le terrain, ainsi qu'une source. Et il y avait un hangar, un espèce d'hangar agricole. Donc en fait, on n'est pas dans une ferme, mais quand même. Donc effectivement, ça ne look pas comme une ferme, mais tout autour, on construit vraiment plein de petites alcôves, enfin de petits endroits. Ouais, ou des îlots qui ressemblent à des fermes. Et tu vis en botte aussi. Aussi, ouais. Bah, surtout maintenant. La coquille, ça ressemble à quoi ? C'est un petit... C'est combien d'habitants, la coquille ? Je ne me rends pas compte. Ben, je crois que c'est environ 3000 habitants. Enfin, faudrait que je vérifie. Une petite ville ? Bêtises, mais ouais, apparemment, c'est classé comme une petite ville en France. Du coup, on est bien desservi dans le sens qu'à la coquille, on a une gare, déjà, qui relie Périgueux et Limoges. Ouais, donc, ça, c'est chouette. Ça, c'est hyper cool. Ouais. Aussi pour les enfants, pour les études, enfin voilà. Comme il n'y a pas beaucoup de transport public ici... Ça, c'est très cool d'avoir une gare qui marche, parce qu'il y en a d'autres dans d'autres villages, mais qui ne sont pas desservis. Et nous, on est vraiment desservis tous les jours. Alors, dis-nous quels ont été les plus grands défis, entre guillemets, que tu as rencontrés lors de ce changement de vie, sur le plan personnel, professionnel ou social, hein, tu choisis. Bah, effectivement, il y a eu plusieurs défis. Pour acheter ici, c'était pas facile d'acheter à distance. Ouais, j'imagine. C'était aussi pas facile de quitter notre job là-bas, parce qu'en fait, on est toujours engagé pour une année scolaire complète. Et du coup, il fallait qu'on calcule pour qu'on puisse déménager l'été, en fait. Rendre nos tabliers le début de l'été, déménager pendant l'été, et voilà. Et donc, il y avait une condition de temps. Et c'était non plus pas facile avec nos familles. Voilà, on a vécu un gros deuil en 2018. Et pour nous, c'était aussi... Ça venait que confirmer, en fait, notre choix de vie, que c'était un peu le temps de faire quelque chose qui avait du sens. Ouais. C'était pas bien vécu, je pense, par la grande partie de la famille, parce que pour eux, c'était un abandon supplémentaire, en fait. Entre autres. Et du coup, ça, c'était aussi difficile. Et ensuite, ici... le gros défi, c'était l'administration. Quelle galère. Pour le projet professionnel ? Pour tout. Même déjà pour acheter la maison. Parce que tu es suisse ? Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis suisse. C'est quoi ? C'est le bazar. Non, mais, dans quoi, l'administratif ? Dans l'administratif Comme général. quoi ? Un exemple concret, s'il vous plaît, madame. Par exemple, vous téléphonez à la mairie pour avoir une information. Ils vont vous dire un truc. Et vous téléphonez à à Limoges, à une autre instance, pour vous confirmer le truc, et va vous dire un autre truc. Ils sont pas d'accord, en fait. Jamais personne n'est d'accord. Pareil pour la création d'entreprise. Jamais personne n'est d'accord. Et du coup, on n'a jamais les infos. On sait pas, en fait, ce qui est correct, ce qui est pas correct. Nous, par exemple... C'est le bazar. On est arrivés, nous, avec un business plan suisse, certes, fait à la méthode suisse. Et en fait, ça convenait pas du tout. Parce que même si les chiffres sont les mêmes, non, il faut que ce soit fait à la méthode de ici, parce que sinon, c'est no way. En fait, ils regardent pas. Et ça veut dire que pour toi, en termes d'administration... la Suisse, c'est plus réglo, c'est plus carré, oui, bordel en France, c'est plus... Alors, ça a des avantages et des inconvénients. Hein. On s'entend. Hein. En Suisse, ici aussi, mais dans une moindre mesure, en Suisse, il faut payer pour tout. Il faut tout enregistrer. Il faut tout... faut tout déclarer. Nous, on payait... En Suisse, on déclare tout ? En Suisse, ouais. Sauf les très très riches. Mais les working poor, ils déclarent tout. D'accord. En Suisse, par exemple, on avait fait un poulailler avec des palettes. Et dedans, on avait 5 poules. Et on devait payer un impôt, enregistrer le poulailler au cadastre. Pour la maison des poules. Ouais, on devait enregistrer le poulailler au cadastre
et payer un impôt dessus. Et on devait payer aussi un impôt pour enregistrer les poules au truc vétérinaire du canton. 5 poules, hein. Pas 50, pas 200, 5 poules. Pas un élevage, quoi. Non. Mais il y a une raison à ça. Tout est carré, tout est... Voilà, il y avait une raison. C'était pour la gestion des maladies. Si jamais il y avait grippe aviaire, ils envoyaient des courriers à tout le monde, nanana. Ouais. Mais c'était pas juste on enregistre, c'est on s'enregistre et on paye. Ouais. Et c'est comme ça pour tout, en Suisse. Tout. Et à l'inverse, en France? Et à l'inverse, en France, eh ben, en fait, comme c'est un grand flou artistique, eh ben, en fait... il y a certainement des choses qu'on devrait faire, mais qu'on ne fait pas. Mais c'est pas qu'on ne veut pas les faire, c'est qu'on juste ne sait qu'on ne pas. sait pas. C'est ça. Et là où je dis que ça a des avantages et des inconvénients, alors ça a des inconvénients parce qu'on ne sait jamais exactement si on est dans les clous ou pas, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, et qui tire la couverture à soi. Mais ça a un énorme avantage, à savoir que comme c'est hyper flou, bah, y a toujours moyen de moyenner. Ouais. La zone de flou. Ben oui. Et donc, cette C'est zone pour de ça flou, qu'aujourd'hui, elle a 11 cochons d'Inde, parce qu'effectivement, ils ne payent pas d'impôts et elle n'a pas déclaré au cadastre ses 11 cochons d'Inde. c'est ça. Non, mais cette zone de flou, elle Ouais. permet une liberté incroyable. Bon, alors maintenant, au bout de quelques années, tu es un peu habitué, mais au départ, ça vous a perturbé, c'est ça? Ah, mais ça me perturbe toujours. Ah, Ah oui, oui. c'est vrai que tu es un J'en peu découvre tous les perturbé. jours. Ok. Donc ça, effectivement, ça serait dans les grands défis. Ce changement de travail à la bonne période, pouvoir trouver une maison à distance, c'est compliqué. On n'a Et pas réussi. Hein. Voilà. Donc voilà. Elle est venue avec sa tante Quechua. C'est ça. Et après, toute cette partie administrative, compliquée quand tu viens de Suisse. Bon. Et tu n'es toujours pas très éclairée. Bonne chance. Merci. Est-ce que tu as rencontré des surprises, bonnes ou mauvaises, en arrivant à la campagne? Bah, l'installation a été difficile dans le sens qu'effectivement, on n'avait pas trouvé de maison en arrivant ici. Oui. On a été hébergés un tout petit moment. Et la mauvaise surprise, ça a été que là où on pensait trouver du soutien, on n'en a pas trouvé. Et la bonne surprise, ça a été que en fait, les locaux sont hyper aidants. Et heureusement qu'on a rapidement... les locaux, les habitants. Ouais, les gens d'ici. Les locaux, au départ, je me disais, elle a trouvé un Pardon. local. Non, les gens d'ici Oui. sont hyper aidants. Et en fait, ça a été formidable parce qu'assez rapidement, on les a rencontrés grâce au fait que nos enfants ont été scolarisés sur le village. Enfin, à Jumillac, en l'occurrence. Et on a pu rencontrer des gens vraiment bienveillants et vraiment gentils et prêts à nous aider, en fait. Tout le monde, dès qu'on racontait un peu notre histoire, ce qu'on cherchait, « Ah oui, j'ai entendu ci, j'ai entendu ça. Ah, on pourrait peut-être faire comme ci. Viens, je viens avec toi. Ouais. Courage, tiens le coup. » Et ça, en fait, ça a été hyper précieux. Donc ça, c'est la bonne nouvelle Mm. sur l'aspect de vie en ruralité. Mhm. Solidarité. Ouais. Solidarité et écoute et bienveillance. Ce qui fait que ça vous a permis de trouver cette maison? Oui. Alors, on en a visité énormément. On a visité énormément de maisons parce qu'on avait des critères assez restrictifs. Donc, on voulait beaucoup de terrain, on voulait qu'il y ait de l'eau sur le terrain. On voulait aussi beaucoup de terrain. 2 hectares et demi, en vrai, c'est pas si grand. Hein. Mais pour nous, Oui, pour ça ici, suffisait. oui, mais... Pour ici, c'est ouais. pas grand. Mais pour nous, avec nos petits 800 mètres carrés de jardin qu'on avait en Suisse, c'était grand. Et beaucoup de potentiel. Là où on voulait aussi une zone constructible sur le terrain pour pouvoir plus tard continuer notre projet. Bah voilà, tous ces éléments en fait faisaient qu'on a fait énormément de visites, on a été aiguillés pour plein de choses. Et la petite histoire pour cette maison, c'est que j'épluchais Internet tous les jours et on m'avait parlé de cette maison. Et quand j'ai vu l'annonce, j'ai tout de suite téléphoné, on m'a dit « Ah non, c'est fichu, elle est sous compromis ». Donc je me suis dit « Bon, tant pis, hein, ça fera jamais que la 40e du mois que... voilà ». Mais elle me plaisait vraiment. Et bref, voilà, on a été sur d'autres projets, on a été voir d'autres choses. Environ 3 mois plus tard, je revois l'annonce et je téléphone directement. Et là, le gars de l'agence... quand même. Ouais, et le gars de l'agence, il me dit « Oui, effectivement, ça s'est pas fait, elle est plus sous compromis, vous pouvez aller la visiter. » Et genre, c'était le 24 décembre. Et on est venu visiter cette maison grâce à un voisin qui avait les clés.
Et vraiment, ça a été le coup de cœur, quoi. On a tout de suite mis l'option, on a tout de suite dit oui, oui, tout oui. de suite sorti les billets, la valise. Non, mais vraiment, parce qu'elle m'avait déjà tapé dans l'œil 3 mois avant. Et là, le fait qu'elle revienne sur le marché, je me suis dit, c'est pour nous, en fait. Enfin, c'est juste correct. En plus, entre-temps, on avait visité un certain nombre de trucs. Bien délabrés. Ouais, aussi. Des fois. Ça, ou très grand, ou très ferme, ou enfin, voilà. Ou et très plein moche. De choses, plein de choses correspondaient pas, en fait. Enfin, les critères étaient, mais on n'avait pas le feeling. Et avec cette maison, on a tout de suite eu le feeling. Et du coup, toute la famille a eu le feeling, même les enfants? Ouais. Après, les enfants, je dois dire qu'ils étaient arrivés à un stade là où ils étaient un peu désespérés, en fait. Un peu genre, oui, ça fait 40 fois qu'on visite un truc. Ils n'arrivaient plus à se projeter. D'accord. Est-ce que maintenant, tu peux nous parler, enfin, de ton ou thé? C'est pour ça que j'ai mis ton ou thé, parce que je sais qu'il y a plusieurs... c'est un projet, et dans ce projet, il y a plusieurs... Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça, il y a plusieurs activités. Est-ce que tu peux nous parler de ton ou tes nouveaux métiers ou activités? D'ailleurs, je ne sais pas comment tu veux le dire, tu le diras toi-même. Voilà, description, pourquoi et qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est parti. Nous, notre idée, c'était de trouver un lieu qui soit vraiment un oasis de biodiversité. T'aimes bien ce mot, hein? Ouais, j'aime vraiment ce mot parce que ça représente bien ce qu'on veut construire ici. Et donc, on a décidé d'ouvrir une entreprise qui a 3 pôles différents. Donc, le premier pôle, c'est un gîte pour l'instant, mais après, on aimerait avoir d'autres gîtes atypiques, si possible, axés sur l'écologie. Et notre idée avec ces gîtes-là, c'était en fait d'amener les gens en vacances pour qu'ils viennent tester plein de petits trucs. Le zéro déchet? Par exemple, le zéro déchet, mais ça peut être aussi... les savons solides, ça peut être les produits ménagers qui sont pas polluants, enfin qui sont naturels. C'est la cafetière italienne qui du coup ne produit pas de déchets de capsules, plein de choses comme ça. Et en fait, c'était de mettre tout ça dans un gîte et en fait que les gens, quand ils viennent en vacances, puissent tester tout ça et se dire « Ah, mais en fait, c'est pas si compliqué de faire un petit effort pour la planète. Ah ok, donc du coup, je peux peut-être le faire chez moi. » D'accord. C'était un peu ça une espèce notre idée. de stage en même temps. Ouais, immersion. Tout en étant coulis en vacances pour se dire finalement si j'ai réussi là pendant 2 semaines, peut-être que en fait. Mais est-ce que tu penses pas que quand ils sont en vacances, ils sont un peu plus cool, un peu plus détendus? Ils sont plus ouverts à essayer des nouveaux trucs que dans leur train-train quotidien à 100 à l'heure en fait. Ouais. Et c'était un peu ça l'idée. Et après de se rendre compte que finalement ça m'a bien plu, c'est cool et ok, pourquoi je le ferais pas chez moi? Donc, l'idée, c'était de mettre tout ça dans des gîtes et de leur faire tester plein de trucs. Donc, première chose, ce gîte écologique. Gîte écologique. Donc là, il n'y en a qu'un. Ouais. À terme, normalement, il y en aura 3 de plus. Ensuite, c'est des ateliers nature, des activités nature qu'on propose, et d'où mon oasis de biodiversité. Je croyais que tu allais dire d'où les cochons d'Inde. D'où aussi les cochons d'Inde, parce que ça va ensemble. Non, mais l'idée, c'était en fait de pouvoir montrer un environnement ensauvagé, mais quand même cultivé, et de pouvoir faire découvrir des plantes médicinales, des plantes comestibles, toute la biodiversité qui s'épanouit dans un jardin qui n'est pas tondu à 2 mm par un robot tondeuse toutes les 5 secondes. C'est horrible ça. Ouais. Les robots tondeuses, ouais. C'est horrible. Ouais. C'est un drame pour la biodiversité en tout cas. Et puis tu les vois là. Oui, et en plus ça assèche tout. Enfin, c'est vraiment mauvais, même ne serait-ce que pour la pelouse. Donc ça me fait marrer parce que les gens ils veulent avoir une belle pelouse, mais en fait ils la bousillent. T'as étudié le sujet de la tondeuse comme ça pendant 1 an? Tu connais tout de... Alors pas pendant 1 an, j'ai pas eu besoin d'1 an pour me rendre compte que c'était de la M. Voilà. Donc reprenons l'oasis. Et voilà, avoir des animaux, pouvoir montrer la complémentarité aussi avec ces animaux qui sont utiles pour plein de choses. Enfin, genre nos poules, justement, qui recyclent nos déchets, qui nous font des beaux œufs, qui vivent leur belle vie. Des beaux yeux ou des beaux œufs? Des beaux œufs. D'accord. Elles ont des beaux yeux aussi, mais... Et voilà, donc on fait ces ateliers pour les adultes, pour les enfants. Le but, c'est de découvrir plein de choses, de s'amuser, de goûter, de toucher et de se rendre compte de la richesse de la nature. Et tout ça, vous arrivez aussi à le faire par votre ancienne formation, j'imagine, non? Oui. Enfin, vos métiers... oui, très clairement. Ouais, de directeur, directrice de structure. Ouais. Avec les enfants, etc. etc. Oui, puisqu'on était vraiment chargé du programme pédagogique du lieu. Ouais. Donc, on avait une charte pédagogique là où on devait
faire des choses bien pour l'éducation de l'enfant et la pédagogie, etc., on avait aussi la charge de l'animation. Oui. Donc on était obligés, entre guillemets, on adorait ça, de créer des activités pour ces enfants. Ouais. Donc des événements avec toute la structure, les parents, etc. Ça, c'était plutôt mais des activités au quotidien, pour les enfants de tout âge, parce qu'on avait de 4 à 12 ans, donc ça fait quand même un panel assez large d'âge. Et donc, il fallait pouvoir répondre aux besoins de chacun au travers de ces activités. Donc là, tu reprends les compétences et les expertises de ton ancien métier que tu mets à contribution pour votre nouveau projet et vos nouveaux métiers. Oui. Donc là, on a fait les gîtes. Ensuite, les ateliers, activités. Et ta-da-da. Et la troisième, et non des moindres activité, c'est la conserverie artisanale. Ah ouais, ça c'est chouette. Ouais. Donc on a décidé d'ouvrir une conserverie ici sur le lieu. Et le but, c'est de proposer des conserves dans des pots en verre. Ouais, très joli d'ailleurs, avec une très belle étiquette. Merci. Et le but, c'est de montrer aux gens que c'est pas parce qu'on vit en ruralité que on n'a pas le droit de temps en temps de se faire un petit plaisir hyper easy. Pouf, j'ouvre, je réchauffe et voilà, et je mange quand même sainement. Parce que c'est vrai que les plats tout préparés, ça n'a pas bonne réputation. Et c'est moche. Voilà, c'est moche. En général, c'est pas super goûtu. Et nous, on avait envie... Et pourquoi tu dis pourquoi les gens en ruralité pourraient pas s'ouvrir à un truc ? Parce que ça veut dire que dans l'intelligence collective ou dans l'inconscient, quand tu vis à la campagne en ruralité, tu cuisines... Ouais, moi j'ai cette impression-là. Ouais, j'ai l'impression qu'on ça a m'intéresse. Un peu cette espèce d'injonction de dire tout le monde a son potager, tout le monde doit bien, on vit à la campagne, donc on a à portée de main des produits, voilà, et donc on n'a qu'à cuisiner, on n'a qu'à faire ci, on n'a qu'à faire ça. Voire même, si tu as un potager, tu es obligé de faire des conserves. Aussi. Moi, on me dit pourquoi tu fais pas des conserves ? Mais je dis non. Non, je n'ai pas demandé à faire des conserves parce que je vis ici. Bon, il y a des gens qui le font très bien d'ailleurs. Mais ouais, c'est vrai, c'est marrant cette injonction que tu dis. Elle est carrément là, quoi. Ouais, c'est très ancré. Enfin, moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu, que c'était très ancré. Voilà, il faut aller sur le marché, il faut aller acheter ses petits légumes, prendre du temps pour préparer son truc, se donner la peine de cuisiner. Et en fait, bien sûr, c'est correct de faire tout ça. Mais on s'est aussi rendu compte que même quand on vit en ruralité, on a des vies à 100 à l'heure et que, voilà, on a encore les enfants derrière, on a encore 1000 choses derrière et que juste le soir, quand on arrive à 20h, on crève de faim et on n'a juste pas envie de passer encore 1h30 à la cuisine et que c'est juste cool de pouvoir ouvrir une conserve savoureuse, faite avec des produits locaux et majoritairement bio et de pouvoir, pouf, manger dans les 10 minutes qui suivent. Non, mais c'est vrai. Par exemple, moi et mon mari, on déteste faire les courses. Vraiment, pour nous, voilà. Donc, aller au marché, c'est cool, mais on n'a pas forcément... En plus, mon mari travaille le samedi, il travaille tous les jours de la semaine. Ouais, en même temps, change de mari. Voilà. Hein. Écoute, trouve des solutions. Hein. J'en changerai jamais. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, voilà, on est bien obligé de temps en temps de faire des réserves. Et puis, comment on fait des réserves ? On fait quand même des réserves au supermarché. Enfin, désolé, mais voilà. Alors, bien sûr... On va briser les rêves de tous les gens qui nous entendent. J'achète plein de choses au marché. Mais il y a quand même plein de choses que je ne peux pas. Les chips, par exemple. Les trucs pour l'apéro. Non, c'est pas vrai. Les chips, tu peux faire les chips. Pourquoi tu gardes pas tes épluchures de légumes et que tu fais des chips au four ? Mais alors, une fois de temps en temps, why not ? Mais en fait, juste la semaine, voilà, je suis trop contente que tu dises ça. Je me sens mieux. Je me sens bien, je me sens délivrée, libérée. Non, il y a plein de choses qu'on ne peut pas tout faire. Déjà, on ne peut pas tout faire soi-même. Je veux dire, l'autonomie, l'autarcie parfaite, comme il y a des gens qui rêvent, c'est formidable sur le papier. Mais en vrai, c'est pas possible. Tout seul ou même, entre guillemets, à 4, fois, comme nous, on est à 4, c'est juste pas possible. On ne peut pas tout faire tout seul. Je pense que ce message va délivrer plein de gens. En tout cas, moi, je me sens mieux. Après, faut acheter éthiquement, il faut... voilà, ça c'est sûr. Voilà. J'ai une copine qui dit on vote avec sa carte de crédit et je pense que c'est vrai. Mais on fait comme on peut aussi. On est humain en fait. Merci. Donc, tout ça pour dire que tu te dis, moi je vais faire des conserves. Ouais, parce que j'adore cuisiner. En ruralité. Ouais. Et alors, tu peux m'en dire un peu plus ? Et donc, depuis l'été dernier... Et donc,
T'adores ça, hein? Ouais, j'aime bien. À chaque petit mot comme ça, tu mets 1 euro dans la caisse. Elle va être riche. Elle sort d'ici, elle se sera fait bouffer la jambe par mon chien, mais elle sera riche. Ouais, mais je me rachèterai une jambe avec l'argent. Exact. Donc, l'idée, c'est de faire des conserves qui sont goûteuses, qu'on propose depuis rentrée dernière, donc depuis septembre dernier, sur les marchés et dans les boutiques de producteurs du coin. Pas mal de recettes. Bon, là, on est un petit peu en période creuse, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus les légumes d'hiver et pas encore ceux de... Surtout maintenant avec la belle pluie que nous avons. Ouais. Pas encore les légumes de printemps-été. Et on fait du sucré et du salé. Donc on a des choses gourmandes comme de la compotée de pommes. On essaye de faire des confitures, mais pas les confitures traditionnelles. Et avec plein d'épices dedans. Et, Ouais, donc tu utilises beaucoup les épices, que Ouais. ce soit dans tes recettes salées ou sucrées. Ouais. Chose importante, c'est toi qui fais tout. Oui, sauf le caramel au beurre salé. Mon mari. C'est l'homme. Oui, Très bien. c'est sa recette. C'est son secret. C'est ça. Très bien. Ok. C'est compliqué de se mettre dans le projet de la conserverie. Ça veut dire des installations, des choses comme ça. Tu veux en parler? Oui. Donc effectivement, il y a une législation qui est assez importante. Il faut suivre des cours, il faut être au fait de pas mal de normes. Et c'est important de savoir ça. Mais c'est vrai qu'on est très vite limité quand même, de par toutes ces législations. Normes, tu veux dire? Ouais, Tu peux pas aller peut-être là où tu aurais envie d'aller à cause de ces normes? Ouais, si tout d'un coup je vais essayer une recette, il faut que je m'assure que, je sais pas, dans un truc sucré, par exemple une confiture, il faut que je m'assure qu'il y ait suffisamment de pourcentage de sucre, parce Ouais. qu'en dessous de 56% de sucre, Pour la j'ai pas le conservation? droit d'appeler ça confiture. Pour la conservation, si je propose une recette salée, par exemple une soupe, il faut que je m'assure qu'elle soit suffisamment acide pour que le taux d'acidité garantisse la conservation. D'accord. C'est toujours une histoire de durée dans le temps, surtout? Alors oui, mais c'est aussi une histoire de... là, on conserve, Ouais. et donc on Tu dois garantir. stérilise, et je dois Ouais, pouvoir tu dois garantir garantir. une date limite, Ouais. mais je dois pouvoir aussi être sûr de mon produit, en fait. Pas que les gens, ils l'achètent, et puis 2 semaines après, il est Alors, fichu, comment tu fais pour être sûr? Tu fais goûter à tous tes voisins? Et Je s'il y fais en a des un qui tests. claque, bam. Non. Je fais énormément de tests. Il y a aussi des tests en labo. Donc, on envoie nos produits en labo. Ah oui. À chaque nouvelle recette élaborée, pouf, ça Alors, part c'est en pas labo? obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. C'est conseillé d'envoyer de temps en temps une de ces recettes. Par exemple, si sur les 30 recettes que je fais, il y en a peut-être 3 ou 4, là où c'est des choses plus sensibles, c'est plutôt celle-là que je vais envoyer. Je vais pas envoyer mes 30 au labo, parce que déjà, ça coûte cher. Et en plus, c'est pas obligatoire. Et en fait, il y a des choses qui sont pas probantes. Enfin, je dirais, par exemple, quelque chose qui marine dans le vinaigre, il y a aucun risque. Enfin, je veux dire, c'est OK. Donc ça, je vais pas envoyer au labo. Ok. C'est les choses sur lesquelles tu peux avoir un doute ou tu veux vraiment avoir Et après, moi, je garantie. fais des tests. Je garde toujours des trucs témoins. Je fais vraiment attention. Après, ça reste artisanal. Donc, c'est pas... Enfin, je veux dire... Ce qu'on essaye d'éviter absolument, c'est le botulisme. Puisque c'est une bactérie qui va se développer dans les conserves, dans un milieu là où il n'y a pas d'air. Et qui ne se détecte pas, à savoir que quand on ouvre, ça peut très bien sentir normal, goûter normal, et en fait, la bactérie est quand même dedans. Si on chauffe 10 minutes, c'est OK, ça fait mourir la bactérie. Alors, on va chauffer les trucs salés, mais dans les trucs sucrés, il y a pas, on va pas les chauffer. Après, dans les trucs sucrés, normalement, ça se développe beaucoup moins. D'accord, c'est plutôt les choses salées? Oui. Okay. Mais voilà, il y a plein de choses à savoir, il y a plein de choses donc à là-dessus, tu as été formée, tu oui. as fait 1 an de recherche approfondie pour connaître et le puis sujet. Énormément de tests. Puis là encore, j'ai des trucs tests que je check. Et l'idée de départ, elle est vraiment partie sur cette idée d'injonction à la campagne, etc., la conserve, ou il y avait autre chose derrière? Non, pas du tout. Ah. Au départ, quand on a acheté le lieu... il y avait des vieilles conserves dans la cave. Non, et qu'on venait de notre petite Suisse natale, on pensait innocemment que ce serait super de faire un maraîchage en permaculture ici. Parce que la permaculture, c'est quelque chose qui nous tient super à cœur. Et en fait, en arrivant, parlant avec tout le monde, en faisant connaissance et tout, on s'est rendu compte de plusieurs choses. On s'est rendu compte déjà que... Qu'il y avait 375 maraîchers sur le territoire. Voilà, et qui faisaient très bien leur travail, ouais. et qu'ils n'avaient certainement pas besoin d'un maraîcher de plus. Ouais. Ensuite, moi aussi, alors ça se voit pas, mais en fait j'ai des maladies qui sont des handicaps invisibles et qui me limitent physiquement. Ouais.
Et du coup, je me suis rendu compte aussi que le travail était extrêmement pénible. Ouais, bien sûr. Et que sachant que c'était moi qui allais faire 99% de l'entreprise pour l'instant, vu que Steve, il assure le salaire qui nous fait vivre, concrètement, c'était pas possible. Ouais, c'était pas la bonne idée, quoi. C'est ça. Donc la permaculture nous tient à cœur. On a gardé 300 mètres carrés de potager. C'est déjà un gros potager. Mais plutôt pour le foyer. Mais c'est plutôt pour le foyer, exactement. Et pour faire goûter, pour faire nos propres conserves à la limite, mais pas pour le magasin. Et alors après, assez rapidement, on s'est demandé, mais finalement, quel est le besoin ? Parce que c'est quand même l'idée, quand on a une entreprise, de pouvoir allier le sens et un besoin concret. Et ça, je pense que c'est vraiment notre force, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie, là où on se dit « Ah, mais en fait, c'est pas le bon chemin », on a vraiment, avec Steve, une grosse force de résilience. On arrive toujours à se remettre d'aplomb, à se remettre en question, à switcher, à changer, à faire ce qu'il faut pour continuer d'avancer. C'est ça pour toi, la résilience ? Pour moi, la résilience, c'est quand il y a une épreuve, de pouvoir s'en relever, se mettre... ou se remettre sur un autre sur un chemin. Rail, voilà, exactement. Vous avez sondé les besoins des gens à la campagne pour cette idée de conserve. Comment ? Parce que ça, c'était ta conviction, tu penses à ça. C'était beaucoup du feeling. C'est-à-dire, on n'a pas fait d'études de marché, etc. Simplement, juste en parlant avec les gens, en les écoutant, on s'est assez rapidement rendu compte qu'effectivement, il y avait... Oui, alors j'ai fait un sondage, mais pas un sondage officiel. Et on s'est rapidement rendu compte que les gens, ils avaient aussi des vies à 1000 à l'heure, qu'il y avait des mamans célibataires, qu'il y avait des gens qui galéraient à gauche, à droite, et que du coup, c'était quand même... ça pouvait répondre vraiment concrètement à un besoin. Et moi, comme j'ai dit, j'adore cuisiner, et j'avais déjà tenté 1001 fois des conserves. Enfin, c'est quelque chose dans lequel j'étais forte. Enfin, j'étais forte, je suis toujours. Et du coup, la meuf, ça va, ça se passe bien ta vie ? Oui, ça se passe bien, écoute. Non, mais quand on a une force, il faut aussi savoir le reconnaître, c'est bien. Vois. Et carrément. Voilà, donc là, je me suis dit, ok, c'est cool. Là, ça, il n'y a pas 12 000 personnes sur le territoire qui font ça. Enfin, maintenant, il commence à y en avoir un peu plus. Mais voilà, après, il y avait plein de gens qui font des trucs de viande. Ouais, toi, voilà. Oui. Et en fait, il y a aussi plein de gens végétariens. Il y a plein de gens qui, justement, dans cette mouvance écologique, sont aussi vraiment tentés de laisser tomber le côté alimentation carnée, quoi. Et on s'est dit, ça, il n'y a personne qui propose. Enfin, je veux dire, de temps en temps, tu vois bien des petites conserves ou de confiture ou de miel. Enfin, il y a du miel, il y a des choses comme ça, mais pas des plats cuisinés, végétariens. Non, j'avais vraiment envie de marier le goût du terroir avec quelque chose de vraiment savoureux, quelque chose de pimpant, quelque chose qui dénote un peu. De sexy. Ouais. Les conserves sexy de Gaëlle. Très bien. Je ne ferai pas de calendrier. C'est con. Je les ai commandés. Le photographe, c'est pour la fin de l'année. Le calendrier nu des NFC. Je vais me faire un fric. Faut bien que je trouve des solutions, à un moment donné. Donc j'ai l'impression quand même que tout ça, finalement, les gîtes, les ateliers, la conserverie, tout ça, ça a du sens pour vous. Oui. Ça fait un cercle, c'est-à-dire que tout vit sur le lieu. Ouais. Et pour nous, les choses sont imbriquées les unes dans les autres, à savoir que quand on sensibilise les gens à l'écologie, on peut le faire dans notre vie de tous les jours quand on vit quelque part, mais on peut le faire aussi avec justement des ateliers ponctuels qui sont sur un sujet précis. Et le bien manger fait partie aussi. J'ai une question. Donc, comment votre nouveau mode de vie a-t-il influencé votre quotidien ? Tadadam ! Difficile question. Le mode de vie ici, à la campagne, celui que vous avez choisi, celui que vous avez créé, comment il a impacté votre quotidien ? Donc, je ne parle pas forcément de la partie entrepreneuriale. Ok. Ce qui a changé quand on est arrivé ici, c'est déjà notre unité familiale. On a vraiment pu se retrouver. On a toujours été une famille nucléaire très soudée. Donc, t'as dit quoi ? Nucléaire, c'est-à-dire notre famille au sens
Mon mari, mes enfants, nous 4. Ce que vous avez fondé. Voilà, ça c'est vraiment... T'appelles ça une famille nucléaire? Oui, parce que si on dit famille, ça inclut les grands-parents, les cousins, etc. Très bien. Et pour nous, cette partie-là de la famille n'est pas... voilà, c'est pas toujours facile. Voilà. Donc, on va dire ça comme ça. Voilà. Et donc, du coup, nous 4, c'était vraiment très important qu'on se retrouve. On a trouvé ici chacun nos places. Pour nous, ça, c'était très important et on l'a trouvé ici. Donc ça s'est modifié? Oui, ça s'est vraiment modifié par rapport à ce qu'on vivait avant. On n'était pas bien dans l'endroit là où on était avant, en Suisse. Et en plus, ici, j'ai trouvé une liberté que j'avais pas du tout là-bas. Ce joyeux bazar dont on parlait tout à l'heure, notamment administratif, pour moi, c'est aussi une forme de liberté. C'est peut-être bizarre de dire ça, mais c'est aussi une forme de liberté pour moi. Je comprends. Aussi, le fait que tout ne doive pas toujours être parfait et que c'est OK. Pour moi, c'est une forme de liberté. Je voulais te demander s'il y avait un conseil que tu donnerais à un couple, une famille, qui sont en train de préparer un peu un projet similaire à toi, une erreur à éviter, ou une ressource utile, ou une étape clé. On t'écoute. Donc, mon conseil, ce serait de prendre la température du lieu. C'est-à-dire de vraiment pas foncer tête baissée en se disant « Ah, moi j'ai une idée, c'est sûr, je vais faire ça, nanana ». Et foncer. Et en fait, on se rend compte après que « Ah, mais en fait, j'aurais peut-être pas dû faire ça comme ça. Effectivement, ça répond pas forcément à un besoin. Je suis pas dans le bon endroit pour le faire. » Donc, parce que tu as dit température du lieu. Donc là, on n'est pas forcément sur le fond du projet, mais plutôt sur l'environnement dans lequel il va le faire. Non, l'installation du projet à quelque part, en fait. Ouais. Puisque c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, en fait. Quand tu as un projet, que tu veux monter quelque chose, une entreprise, c'est quelque chose qu'on m'avait pas forcément dit. Enfin, on te le dit comme ça en passant, mais en fait, on mesure pas l'importance que ça a. Vas-y, dis-le avec de tes mots, là. vraiment savoir où tu mets les pieds, quel est le besoin là, et si ton projet y répond ou pas. Je pense que ça, tu peux le faire qu'en allant te mêler aux gens et d'étudier, en fait, le bassin économique, mais d'étudier aussi, justement, quelles sont déjà les propositions qui sont en place. Ouais. Tu vois, moi, je me suis dit maraîchage. Non, on fait de maraîchage, non. Et ça, tu peux te rendre compte que si tu viens réellement sur lieu. Bien sûr, tu peux faire des recherches sur Internet. Moi, si j'avais tapé maraîchage, j'aurais bien vu qu'il y en avait 10 des maraîchers. Mais tu sais pas la taille, tu sais pas qui leur achète quoi, tu sais pas qu'est-ce qui marche pas. Aussi, pareil, tu connais pas le climat. Donc j'allais dire même humainement, il faut sentir la température. C'est ça. Et alors, ça veut dire que toi, finalement, t'as été déçue à un moment donné ? Non. C'est ce que je te disais, c'est un peu notre grosse force, la résilience. Et donc, du coup, j'ai jamais été déçue, mais le projet a beaucoup évolué de quand on est parti jusqu'à maintenant. Ouais. Et là, maintenant, je pense qu'on a vraiment trouvé le bon chemin. Enfin, j'espère. Hein. Après, je te dis pas, peut-être ça peut changer demain, peut-être qu'il y aura des choses à... Voilà. Des maraîchers qui vont mourir et que tu vas prendre leur place. Non, ça, non, parce que je me suis vraiment rendu compte de la pénibilité du travail. Bien sûr. Tu vois, sur le papier, t'es là, c'est trop beau, c'est merveilleux, profiter de la richesse de la nature comme ça. Enfin, c'est des mauvais mots, profiter. Oui. Mais tu vois, c'est hyper abondant, en fait. Et tu te dis, ça pousse tout seul, c'est trop cool. Mais en fait, il y a vraiment un travail de dingue derrière. Et maraîcher, c'est vraiment un travail très ingrat. Et franchement, ceux qui le font, ils sont fortiches. Parce que c'est chaud quand même. C'est chaud tout court. Ouais. Donc, si on résume, le conseil, ça serait peut-être, avant de lancer le projet, viens t'immerger dans l'environnement dans lequel... Enfin, voilà, des environnements qui te plaisent, des régions qui te plaisent, mais viens y goûter peut-être en vacances, je sais pas, ou sur des longues périodes. Et là, tu vois, je te dis ça parce que maintenant, je te dis ça. Mais quand je suis arrivée, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Oui. Vraiment, concrètement, pas du tout. et je me rends compte maintenant à quel point c'est fondamental de le faire et à quel point on peut évoluer d'une façon juste quand on fait ça. Mais c'est pas du tout ce que j'ai fait quand je suis arrivée. Nous, on est arrivés avec un projet tout construit, tac, on va faire notre truc, ça va bien se passer. Sauf qu'on a rencontré plein d'embûches. Et que, je pense que quand tu viens t'installer ici,
y a pas Ici en Dordogne, ou tu vas parler de la ruralité au global? Je pense de la ruralité au global. Quand tu t'installes à quelque part, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. On dirait une réplique du film d'Astérix. Mais je pense que si au plus profond de toi, tu le sens, tu vois, tu sens que c'est juste pour toi, cet endroit-là, qu'il y a il y a un bon feeling, une bonne raison, etc. Il n'y a pas un moment là où c'est correct, il faut attendre que les enfants soient grands, ou je sais Ouais, pas. ça c'est un peu lié à la question des fois que je pose. Est-ce qu'il y a un bon moment selon toi pour passer le cap? Mais Alors, je pense pas qu'il y a de bons moments. Je pense que c'est vraiment, faut que ça fasse résonance avec toi-même. Et ensuite, il faut vraiment pas arriver avec tes gros sabots. Et c'est pour ça d'ailleurs que les néo-ruraux ont un peu mauvaise réputation dans la ruralité, parce que on arrive toujours avec nos gros sabots, genre tac tac tac, je vais changer le monde, je vais faire ci, je vais faire ça, ça va être super. De toute façon, vous en avez besoin parce que vous connaissez rien. Les gens d'ici, ils ont ils nous plein attendent de pas. sagesse. Alors déjà, ils nous attendent pas pour vivre, mais ils ont plein de sagesse, ils ont une extrême bienveillance, il y a une solidarité incroyable, je trouve, qu'on ne trouve pas partout. Ils sont ouverts, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors bien sûr, alors il y en a toujours qui vont te dire « Ah, mais on a toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi on changerait ». Il y en a toujours qui vont te dire ça, bien sûr. Mais il y en a plein qui vont te dire aussi « Ah ouais, j'avais pas pensé comme ça. Ah ouais, ça peut être cool ça. » Mais en fait, tu vois, ici, ça répondrait plutôt à un besoin si tu faisais plutôt un peu comme ça. Ouais. Et en fait, si toi, t'as cette écoute-là aussi, que t'es OK de les écouter et que t'es ouvert à des trucs, eh ben, le mariage, il est juste parfait. Donc ça veut dire que tu vas te marier avec tu vas te remarier là avec un... Non, Sandrine, je garde mon mari. J'y tiens. Elle veut me caser, hein? C'est difficile quand même de se dire « Ah, je le ressens dans mon corps, je ne sais pas quoi. » Tu vois, peut-être il y a des jours je le sens, des jours je le sens pas quand même. Donc... Alors, on a tous des jours avec et des jours sans. Ouais. Hein, Mais fondamentalement, je pense que du moment que tu es en paix avec toi-même, que tu penses que ce que tu fais, c'est OK, c'est juste, bah, t'es sur la bonne voie. Après, je dis pas, hein, bien sûr, tu peux avoir des doutes, bien sûr qu'il y aura des embûches sur ton chemin, il y a même que c'est certain qu'il y aura des embûches sur ton chemin, mais si ça fait sens, bah, c'est déjà pas mal. Je rebondis tout de suite sur une question que je voulais peut-être poser un peu plus à la fin, mais c'est pas grave, je vais quand même la poser quand même. Est-ce que tu penses que ça peut... Alors déjà, toi, vous, est-ce que le choix, il est définitif? Est-ce que là, dans votre tête, vous vous dites, c'est pour toujours, ou vous vous laissez peut-être des fois l'opportunité de se dire, bah voilà, si finalement, ça se passe pas comme on le souhaite, les embûches, peut-être on repartira ailleurs. Ah, vas-y. Alors là, comme ça, à froid, je te dirais, c'est définitif. Vraiment, on construit le lieu. Déjà, on en a, je pense, pour 10 ans à faire que le lieu soit comme on veut. Et donc, je pense que c'est vraiment définitif. Après, quand j'ai emménagé en Suisse, je savais pas que... Enfin, quand j'ai emménagé dans ma maison, les enfants, ils m'ont dit, c'est le dernier déménagement. Puis j'ai dit, oui, maintenant, c'est bon, c'est la maison, c'est le dernier déménagement. Puis 5 ans après, on redéménageait. Donc, tu peux pas savoir. Donc, je peux pas te dire, c'est sûr de certain voilà, j'y mettrai ma main à couper que c'est définitif. Mais pour l'instant, dans ma vie, c'est juste que c'est définitif. C'est beau quand même le dit. Encore, vous n'avez pas l'image. Ok, ça marche. La partie réseautage et liens sociaux, on va l'appeler comme ça, c'est pas très sexy, mais est-ce que tu as réussi à rapidement, alors tu en as un peu parlé quand même tout à l'heure, mais rapidement tisser du lien et créer un réseau amical à la campagne? Oui, pour moi, ça a été la bouée de sauvetage. Ça a vraiment été fondamental. Donc là, j'ai commencé, déjà par avoir des amis grâce aux rencontres que j'ai faites par mes enfants qui étaient scolarisés. Ouais, ça c'est la première étape. Ça, c'était la première étape. Et ensuite, j'ai été dans des cafés des Indés et dans des tiers-lieux. Et pour moi, de rencontrer tous ces gens... Donc, on avait déjà cette idée d'entreprise, puisqu'on est arrivé pour ça, mais ça a mis du temps à se mettre en place. Ça a mis 4 ans, en fait, à se mettre en place, et ça fait seulement 1 an. L'entreprise a réellement démarré. De pouvoir rencontrer ces gens, de pouvoir prendre des conseils, de pouvoir voir des histoires différentes, de partager. De tous bords, enfin vraiment. Ouais. Les choses cool, les choses moins cool. Ouais, pour moi, ça a été vraiment fondamental. Vraiment, vraiment important.
Et ici, moi j'ai un peu de la chance. La coquille, c'est au milieu. Enfin, c'est vraiment sur un axe propositions culturelles ou d'activités qui sont axées sur justement des tiers-lieux, des trucs associatifs, voilà. Et vraiment sur un axe un peu écolo aussi, là où on a beaucoup de néo-ruraux qui se sont installés entre Saint-Pierre-de-Frugy et Saint-Paul-la-Roche. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se sont installés là dans l'espoir justement d'être un peu portés par cet élan. Je n'ai pas fait exprès de m'installer là, mais je suis pile juste au bon endroit, comme il faut, et c'est quelque chose qui me parle énormément. Donc, c'est grâce à ces endroits-là que tu as aujourd'hui des amis? Oui, c'est ça. En grande partie. Et je pose aussi cette question parce que tu vois, dans les idées reçues que la société ou l'intelligence collective, je ne sais jamais trop quel mot employer, de la ruralité, c'est alors donc tu vas peut-être t'ennuyer, il y aura rien à faire, il y a personne. Pour moi, c'est exactement le contraire. En fait, il y a tellement de choses qui sont proposées ici. C'est compliqué de dire non. Que c'est compliqué de choisir. Ouais. Parce qu'il se passe tellement de choses, aussi sur le bassin Nontron, tout ça, qu'on connaît moins, qui est moins sur l'axe Saint-Pierre-de-Frugy, Saint-Paul-la-Roche, mais un peu plus à l'ouest. On a vraiment beaucoup de choses, tant au niveau culturel qu'au niveau entrepreneuriat, qu'au niveau conférence. Enfin, vraiment, il y a une offre de dingue. Alors, tu vas pas aller dans un musée comme quand tu vas en ville, ou il y a des cinémas, mais voilà, c'est ça. Tu vas pas non plus aller au cinéma comme Tiret quand tu vas en ville, parce que la programmation est pas la même, parce que tu peux être sûr que le jour là où il passe une seule fois le film que tu vas aller voir, tu peux pas aller. Mais globalement, tu t'ennuies jamais. Et moi j'ai entendu souvent des gens me dire mais l'hiver est long, on s'ennuie, c'est affreux. Mais c'est un peu long quand même cet hiver-là. Alors certes, cette année, on n'a pas trop eu de chance avec le temps. Mais l'offre était quand même là. Tout redémarre déjà depuis, je dirais, 1 mois et demi. Ouais. Sans parler de cette offre d'exploration et de découverte du territoire qu'on a plus sur la belle saison. Il y a plein de choses, autant au niveau artistique, culturel, qui se passent toute l'année. Et ça, franchement, c'est riche. Enfin, on s'ennuie jamais. Parole de chanson aussi, ça, ou pas? Je crois pas. Je sais pas. On est riche de ses amis. Non. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose à laquelle tu ne renoncerais plus ici, avec ta nouvelle vie? Je ne renoncerai plus à tout ce contact humain que j'ai, qui est riche de par le partage, la sincérité en fait. Ouais, la profondeur. Parce que du contact humain, j'en ai toujours eu. Enfin, je veux dire, j'étais libraire, donc c'est sûr que voilà. Et avec les enfants, j'en avais pareil. Ouais. Mais c'était pas le même rapport. Tu vois, c'est un rapport de conseil de vente ou un rapport d'éducatrice. Mais là, j'ai un vrai contact avec les gens qui est humainement hyper riche en fait. Avec le recul, qu'est-ce que tu penses de votre changement de vie au global? Un bilan, satisfaction, des regrets? Ouf, heureusement qu'on l'a fait. Ah. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Je pense qu'on a vraiment trouvé notre place et que je ne reviendrai pas en arrière. Pourtant, on a eu des galères, mais je ne reviendrai pas en arrière. Est-ce que vous avez des futurs projets? Il y en a déjà beaucoup en place qui sont en train de se construire. Non, mais en fait, c'est tellement énorme ce qu'on essaye déjà de construire. Ouais. On a déjà tellement de boulot, comme je te disais, facile pour les 10 prochaines années à venir, que honnêtement, je pense que ça va déjà aller. Avec ça. Est-ce qu'il y a une anecdote? Alors, heureuse, hein. Attends, mais j'en ai pas, je crois. Est-ce qu'il y a une anecdote ou un moment marquant? Quand même, un moment marquant de cette nouvelle vie. Je sais pas, ta première conserve, non? Et là, tu pleures. Non, parce que ça faisait des années que je faisais des concerts. Oh, mais t'es énervante. Attends. Je sais pas, Là, je mettrais de la musique pour eux. Quand on nous a dit oui pour cette maison, après la galère de la recherche qu'on avait eue, et cette année affreuse qu'on a vécue à chercher ici,
Ouais, là, quand on m'a dit au téléphone, enfin, quand le banquier... C'était pour toi? C'est le banquier qui a téléphoné puis qui a dit que c'était OK pour le prêt. Hmm. Ouais, là, on a pleuré de joie avec Steve. C'était vraiment... enfin, quoi. Ouais, ça y est, on va se poser. Vraiment. Et en fait, Champagne. c'était un truc de dingue parce que c'était justement au début de l'année 2020 qu'on nous a dit ça. Le banquier a dit oui. Et genre 3 jours après, il y a eu le confinement. Ah ouais. OK, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce que tout s'est arrêté. Ouais, bien sûr. Et plus de nouvelles du banquier. Et là, on s'est dit, Le banquier est confiné. ben non, mais enfin, Ou il a le Covid. qu'est-ce qui se Et passe, quick. quoi? Et en fait, il nous a rappelé, genre 3 semaines après, enfin. Ah, j'ai vu tous vos messages et tout, je suis désolée, mais en fait, vu que l'État c'était a flippant. décrété... Ah, c'était horrible. Et en fait, 3 semaines après, il nous rappelle et il nous dit... ouais, en fait, l'État avait décrété qu'on avait le droit de prendre 2 semaines pour ces gamins, vu qu'ils sont déscolarisés du jour au lendemain. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Et du coup, voilà. Merci. Et en fait, personne à la banque n'avait été fichu de nous dire ça. Ça a été juste les montagnes russes émotionnelles parce qu'en fait, genre, le gars, il nous dit oui. Donc, saut de joie, incroyable et tout. Et en plus, c'était drôle parce que quand il nous a dit ça, on était ici. C'était dans le jardin quand on a eu le téléphone du oui. Donc là, juste, on regardait dehors et on se disait... C'est chez nous. Ça y est. Et ouais, là, on a pleuré, quoi. On était avec les enfants et on était là juste partagés entre le... Ouah et Tu te roulais dans l'herbe. Enfin, ouais, carrément. On va arriver sur les dernières questions. J'aimerais bien que tu nous partages ton livre de chevet, un film ou un documentaire, vraiment coup de cœur. Peut-être un compte Instagram, Facebook. Tu peux parler du mien, par exemple. J'ai déjà parlé du tien. Un lieu à découvrir, un endroit où tu aimes bien manger, un mantra. Voilà, je veux que tu me donnes de la matière. Je veux que tu nous donnes de la matière. Tu n'es pas obligé de tout nous donner, mais un livre de chevet. Allez. Bon, alors bien sûr, étant libraire, j'ai libraire un jour, libraire toujours, j'ai plusieurs livres de chevet, mais je dirais ma Bible de tout le temps. Ouais. C'est un livre qui s'appelle 300 plantes médicinales de France et d'ailleurs. C'est une énorme Bible. Et donc, en fait, voilà, un des trucs qui me passionne, mais par ça, par contre, depuis plusieurs années, D'accord. c'est vraiment les plantes médicinales. Je prendrai ça en photo pour montrer Et, à tout le monde. En tout cas, c'est un très bel ouvrage. Ce livre, c'est une mine d'informations juste incroyable sur tout ce qu'il est possible de faire avec justement la richesse de la nature. D'accord. Et j'adore parce que tu as toujours une réponse dedans et voilà. Donc ça, c'est pour le livre. Ensuite. Ouais. Et en fait, j'ai que des livres. Ah, non, t'as pas de film, t'as pas de documentaire. J'ai pas de film, j'ai pas de documentaire. J'ai un podcast à part le tien que j'adore écouter. Dis-nous, c'est important. Qui s'appelle Vivons heureux avant la fin du monde. Ouais, ok. Et franchement, je le mettrai dans les références. Ouais, je trouve que c'est cool, comme il parle de plein de choses. Et en fait, plein d'interrogations que tu dis, ah ouais, en fait, j'avais tellement jamais pensé à ça. Et voilà, c'est une espèce d'étude... anthropologique, sociologique, de thèmes différents. Hein. Ça va de l'école, des contes, de l'alcoolisme. Enfin, il y a plein de choses. Ouais, tous les sujets. Mais c'est vraiment... moi, j'aime bien. On va prendre celui-là. Donc, je le note. On le rajoutera dans le descriptif du podcast et puis dans la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner. Dans les coups de cœur de Gaëlle. Tu voulais me parler d'un autre livre, peut-être ? Ouais, il y a un roman que j'adore vraiment. Vas-y. Qui est un roman de nature qui est pas récent, hein. C'est un livre qui a été écrit il y a un moment aux États-Unis, qui s'appelle Dans la forêt de Jean Egland. Et en fait, c'est les deux sœurs. Ouais. Ah, il est merveilleux. Il est trop bien ce roman. C'est un peu trash poignant, parce que c'est sur la fin du monde. Enfin, c'est justement une fin du monde en fait. Oui, et en fait, elles doivent se débrouiller dans un chalet un peu au fin fond de la forêt, toutes seules. C'est toute leur vie, comment elles vont réussir à trouver leur rythme. Oui, c'est formidable etc. ce livre. Et il est vraiment très beau. Ouais. Ouais. T'as un mantra ? Oui, j'ai une phrase que j'adore. C'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Et ça nous correspond bien. Comment on peut te rencontrer, ou on peut acheter tes produits, ou alors venir dans ton gîte, ou alors faire tes ateliers. Voilà. Comment je fais pour... Alors, on a un site internet. Qui s'appelle Auclé des Champs. Je vous ai dit au début, je m'appelle Gaëlle Auclé et en fait, notre site et notre entreprise s'appelle Auclé des Champs, comme Auclé comme notre nom de famille, donc Oklé
E accent aigu. Ouais. Et après, Deschamps comme un champ de blé. Voilà. Et donc, ausclésdeschamps.com, c'est notre site internet sur lequel vous trouvez tout le descriptif du lieu et de nos différents pôles d'activité. Donc, il y a l'agenda avec les ateliers, il y a où vous pouvez nous trouver. Donc, j'ai dit qu'on était dans les boutiques de producteurs, on est dans 7 boutiques alentours. Et on fait un marché pour l'instant, et on en fera certainement plus après, qui est le dimanche matin à Saint-Pierre-de-Frugy. Et sinon, on a une page Facebook. On peut trouver, alors les produits, on peut les trouver dans les 3 offices de tourisme du coin, donc à Jumillac, à Saint-Jean-de-Caules et à Thiviers. Mais vous nous trouvez aussi à la boutique des Polissonnes, l'épicerie associative de Mialet, le pied à l'étrier, et à la boutique de la ferme Comté-Fleurette. Ouais, chez Clara et Romain. Chez Clara et Romain à Chalais. C'est Chalais. Et il y a aussi le Délice des Fougères à Saint-Priest-les-Fougères, la boutique de Gabrielle, qui est pâtissière. Pour terminer, et pour balayer donc les idées reçues sur la vie en ruralité et sur les femmes aussi en ruralité, est-ce que tu peux nous dire quelque chose ? Alors, la vie en ruralité n'est pas pauvre, tant au niveau pécunier qu'au niveau culturel, rencontres, etc. Et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas être le patron. Il y a une très bonne BD sur ça d'ailleurs, j'en ai pas parlé. Oui. Mais ça, qui s'appelle « Il est où le patron ?» Oui. Et c'est justement l'histoire de 3 femmes qui sont chefs d'entreprise en ruralité. Oui. Et en fait, à chaque fois qu'elles vont vendre leurs trucs sur le marché, les gens il est où le patron ? Il est où le patron ? Et c'est sympa d'aider monsieur à faire. Et en fait, elles se débrouillent toutes les 3 comme de parfaites chefs d'exploitation. Et en fait, elles sont catégorisées comme étant forcément l'aidantes et pas le chef d'entreprise. Alors qu'en fait, ici, 90% des gens qui ouvrent des entreprises sont des femmes. Voilà. Elles s'appellent les nouvelles filles de la campagne. Exact. De quoi tu es la plus fière ou la plus heureuse aujourd'hui ? Je suis vraiment heureuse de là où on est arrivé dans le temps qui nous a été donné là maintenant. Donc là, ça fait 5 ans qu'on est là et par rapport à tout ce qu'on a traversé et d'où on vient, je suis vachement contente de ce qu'on fait là. Du résultat ? Ouais. Du résultat, des perspectives, de ma vie de famille, de... Ta vie de femme ? Ma vie de femme et d'entrepreneur. Si tu devais recommander ce podcast à quelqu'un, là, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour terminer ? J'aurais envie de dire que ça fait une super rétrospective, que c'est aussi cool de prendre un moment pour revenir sur son parcours, pour se remémorer d'où on vient, ce qu'on a fait, et que je pense que c'est aussi important de le partager parce que tout n'est pas toujours tout rose dans la vie, et en fait, on s'en sort très bien. Il faut juste s'accrocher. Et d'ailleurs, à qui tu as envie de le partager ? À toutes mes amies ici, à savoir que y a des gens incroyables qui ont aussi dans leur vie des épreuves, qui ont aussi besoin d'un coup de boost. Et comme je disais, justement, cette positivité qui est inhérente à ce podcast, elle fait juste du bien. Et la majorité, en vrai, de mes copines l'écoutent déjà, je pense. Il va falloir conquérir un autre territoire. Oui, je me réjouis aussi de partager le podcast qu'on enregistre maintenant avec mes amis en Suisse, pour aussi éveiller un peu, faire tilt en fait sur ce qui se passe ici et sur peut-être ce qui se passe là-bas. Super. Écoute, moi je te remercie, on a passé un bon moment, on a passé combien de temps là ? On a passé 2 heures, 2 heures à discuter et de tout ça je vais devoir en tirer 1 heure. Merci Gaëlle, merci beaucoup. Non, un petit peu plus sûrement. Ouais, merci, on a passé un bon moment, tu m'as bien fait rire, tu dis des jolies choses, tu as des belles phrases de film. On clôture comment ? On clôture en se disant juste au revoir et à bientôt. Au revoir, merci Sandrine. De rien madame. À bientôt. À bientôt.
Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange. Et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, eh bien vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, eh bien abonnez-vous à la newsletter. Alors soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!